Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir rejoint le webinaire Versa Networks où aujourd'hui on va découvrir, peut-être découvrir ou redécouvrir pour vous. En tout cas, on va soulever le capot pour comprendre quel est ce qu'on fait, quel est notre stack sécurité, ce qu'on fait et pourquoi on le fait et surtout comment. On a beaucoup de choses à dire, donc ça va être un webinaire assez dense. Donc voici l'agenda que l'on va dérouler. D'abord voir un petit peu comment se situe le marché, pourquoi on le fait, voir un peu les awards qu'on a, et puis on a découpé toutes nos fonctionnalités sécurité en trois parties. Ce sont plutôt la partie filtrage de contenu, la protection avancée et la protection depuis le cloud. Donc il y a beaucoup de choses à l'agenda, mais c'est le but de ce webinaire, c'est d'aller vraiment en détail sur ce qu'on fait spécifiquement sur la sécurité. Pour rappel, Versa a été créé il y a 10 ans maintenant. Ça a été créé, nos fondateurs viennent de chez Juniper et avaient la vision il y a un peu plus de 10 ans que le réseau et la sécurité devaient être faits en software. Ils n'ont pas pu le faire chez Juniper et donc ils ont créé Versa dans ce sens pour faire un software qui réunit réseau et sécurité dès le départ. Et donc ça a été le point de départ de Versa. D'ailleurs, le premier produit qui était commercialisé par Versa il y a à peu près 10 ans, c'était un produit de firewalling en mode SDN, vraiment au sein du data center. Et puis, le marché du SD-WAN est arrivé et Versa, avec toutes les pièces, était un pionnier du SD-WAN. Et donc, c'est comme ça que ça a évolué. Mais notre ADN a toujours été d'intégrer la sécurité au cœur de notre software. Et c'est peut-être aussi ce qui nous différencie de beaucoup d'autres acteurs. C'est qu'on a intégré dès le départ notre stack sécurité qui a grossi au fil des ans. On n'a pas fait de rachat externe sur cette partie. On développe vraiment notre stack nous-mêmes. D'un point de vue de ce qui se passe sur le marché, il y a plusieurs choses que l'on voit. Le premier, c'est l'adoption du cloud. Donc, vous êtes bien au fait de tout ça et vous, en tant que client ou en tant qu'intégrateur, vous aidez vos clients à aller vers le cloud. Quand on dit cloud, en fait, ça veut tout et rien dire, mais on a principalement deux choses qui se dégagent. Beaucoup d'adoption de SaaS, d'applications directement dans le SaaS, Office 365, Salesforce, en font partie, les applications, différentes applications RH, des Workday ou autres, bien évidemment, mais aussi de bouger son data center en mode IaaS ou PaaS dans le cloud. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans un mode qui est hybride. Donc là, on voit à gauche de l'écran, la plupart des clients, la grande majorité sont en multi-cloud. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est le multi-cloud, c'est et un data center et des environnements cloud. Donc on est vraiment dans un cloud hybride où les applications, elles sont réparties à plusieurs endroits du cloud. La tendance des applications qui vont dans le cloud, elle est ultra forte et elle va continuer et probablement que les applications aujourd'hui, les data centers restent encore beaucoup pour des applications legacy, mais qui partiront un jour ou l'autre pour avoir des applications beaucoup plus agiles et qui vont être faites dans le cloud, soit en mode IaaS et PaaS, construites directement dans le cloud, soit en mode SaaS. En tout cas, les applications bougent énormément dans le cloud, comme vous le savez. Deuxième tendance qui a un impact sur ce qu'on va dire, c'est le télétravail. Le télétravail qui était très sporadique avant s'est installé après la pandémie, enfin pendant la pandémie, et je dis après, je suis très optimiste, mais c'est installé et c'est installé durablement. Et le- tout le monde pense que c'est vraiment quelque chose qui va changer et qu'on doit mettre à disposition des télétravailleurs des outils différents, que ce soit beaucoup plus stratégique pour l'entreprise pour permettre d'avoir un environnement de travail qui soit complètement mobile. Le télétravail directement a un impact sur la sécurité. La sécurité parce que on travaille depuis chez soi. Depuis chez soi, on est entouré de différents devices, de réseaux non contrôlés. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ce slide, c'est Bring Your Own Disaster, qui est barré, ou plutôt device. Mais c'est vrai que le télétravail amène tout un lot de choses environnantes qui vont avoir un impact sur la sécurité puisqu'ils sont par défaut non contrôlés par l'entreprise puisqu'ils ne lui appartiennent pas. Donc en fait, le périmètre a complètement explosé et on est face à des menaces complètement différentes. C'est l'émergence aussi du ZTNA, Zero Trust Network Access,
où on va, pour chaque accès qui est demandé à une application ou un accès réseau, bien vérifier que ce soit le bon utilisateur, le bon device, les bonnes conditions de sécurité qui permettent d'assurer cet accès. On a aussi l'IoT, pas qui arrive, mais qui est déjà là, et tout ce qui nous environne en IoT et qui se connecte aussi à Internet par ailleurs ou qui communique en machine to machine. Et donc là, on voit aussi que la tendance, elle est grimpante. Et elle n'est pas grimpante que dans le télétravail ou à la maison, mais dans beaucoup d'environnements, que ce soit l'industrie, que ce soit le retail, où de plus en plus, on va y inclure au sein du réseau eh bien de l'IoT pour communiquer, avoir des stats de ses clients si on est dans un retail, compter le nombre de gens qui passent, etc. Et tout ça communique avec des applications pour pouvoir réagir en temps réel, ce qui nous fait encore des nouveaux utilisateurs, entre guillemets, ou des nouvelles machines à authentifier, à contrôler, et des nouvelles portes qui sont ouvertes potentiellement sur Internet, et donc une surface d'attaque sécurité qui ne fait qu'augmenter. Donc, globalement, on a les applications qui sont majoritairement dans le cloud et les utilisateurs ou les machines aujourd'hui qui sont complètement réparties et de plus en plus nombreuses. Gartner voit ça dans le hype cycle, enfin qui reflète un peu les tendances de la sécurité, où on voit que la partie edge vraiment de la sécurité, ou la partie SASI, hein, qui est Secure Access Service Edge, qui sont assez communes, sont vraiment en haut de la courbe hype. Et quand la partie Zero Trust Network Access, qui a déjà quelques années dans son implémentation, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt une façon d'implémenter, et la partie CASB aussi, qui est là depuis longtemps, arrive à des solutions qui sont de plus en plus matures et qui maintenant peuvent être déployées à grande échelle. Pour vous dire qu'on se trompe pas, c'est-à-dire que vous êtes dans ce webinaire parce que vous avez un intérêt pour la sécurité, pour le SASI, et le SASI qui est une ombrelle, un parapluie de beaucoup de technologies différentes qui sont exprimées ici, que ce soit du ZTNA, du CASB, du SWG, Secure Web Access, Secure Web Gateway, pardon, du Firewall as a Service ou du SD-WAN. Tout ça est dans le panier du SASI, et les prévisions d'augmentation du SASI, elles sont là avec différents marchés. Donc ça, c'est Gartner qui fait ses prévisions jusqu'à 2025. Donc on est au bon endroit, on est dans un marché on va dire qui bouge beaucoup et qui est en pleine croissance, qui est très dynamique, et on voit pour l'ensemble des constructeurs, c'est un petit peu la course au SASI. Encore une fois, le SASI réunit beaucoup de technologies différentes. Versa, on a la chance, ou je dirais plutôt la vision de nos fondateurs, d'avoir compris ça il y a longtemps, et du coup d'avoir créé un software, un stack, et on va le voir, qui regroupe l'ensemble de ces fonctionnalités, et c'est vraiment le but de ce webinaire. Si on parle un peu d'awards, de distinctions que l'on a eues, alors on peut commencer par le One Edge, enfin le Magic Quadrant de Gartner sur le côté One Edge, donc qui n'est pas que SD-WAN, mais qui est quand même très orienté SD-WAN, et dans le SD-WAN on a de la sécurité. Gartner donc nous positionne en tant que leader, mais aussi dit de nous qu'on a peut-être la solution la plus complète, qui est single vendor, donc pas des solutions dont on aurait fait l'acquisition, on aurait mis un bout de scotch entre elles, non, vraiment une solution single vendor, une des plus complètes, et qu'on a une croissance qui est au-dessus du marché, sur ce marché. Dans le One Edge, on a aussi un autre document qui s'appelle Critical Capabilities, qui est un cas d'usage pour la partie vraiment sécurité, où là on va évaluer des fonctionnalités, donc on a des fonctionnalités SD-WAN, fonctionnalités sécurité, etc. Et on leur met Gartner leur a mis des poids pour créer un cas d'usage. Et donc là, Versa ressort juste entre Fortinet et Palo Alto, qui sont deux acteurs très reconnus de la sécurité. Et donc on est dans ce groupe de tête reconnu par Gartner sur la partie sécurité dans le One Edge. Un autre Magic Quadrant de Gartner sur lequel on est apparu. Alors, on n'est pas apparu en tant que leader aujourd'hui, mais en tant que visionnaire. C'est le Magic Quadrant sur l'Enterprise Firewall. Donc là, c'est peut-être un endroit où on ne nous attend pas forcément, où on est peut-être plus, nous, Versa, identifié comme une
une société de réseau et SD-WAN, on fait énormément de sécurité. Et c'est ce que Gartner reconnaît aussi, qu'on est très focusé sur la partie SASI, avec de la sécurité comme le Firewall as a Service, ZTNA, des capacités SWIG. Et nos points forts sont notre management qui est centralisé pour toutes ces solutions, et c'est le but du SASI, hein, clairement, et les fonctionnalités qu'on a développées qui nous servent énormément dans le SD-WAN, comme la multi-tenancy ou le zero-touch provisioning, eh bien, on les utilise également sur toute notre stack sécurité, ce qui fait qu'on arrive à avoir un management qui est hyper simplifié et industriel pour ces solutions. On a aussi des cabinets plutôt orientés sécurité, donc NSS Labs. Alors ça, c'est des choses qui datent un petit peu, qui datent de 2019, fin 2019, mais on est en 2022 maintenant. Mais c'est important de les positionner. Le premier, c'était un test sur la partie Next Gen Firewall, qui nous positionne également un peu comme Gartner avec son Enterprise Firewall, dans le peloton de tête avec les autres acteurs reconnus de la sécurité. Le deuxième, sur la partie IPS, et donc là qui nous positionne comme la solution qui présente le meilleur TCO, donc la plus performante, et ce qui est un signe de notre architecture logicielle, non seulement robuste, mais en tout cas qui a été développée de façon à donner les meilleures capacités. Et puis NSS Labs avait aussi fait des tests sur la partie SD-WAN, où là pareil, on ressort avec le meilleur TCO protégé. Donc NSS Labs nous positionne comme un acteur majeur de la sécurité. NSS Labs a fermé, son fondateur a créé Cyber Ratings, dans exactement le même but. Et donc là, on a juste des rapports qui sont plus récents, qui datent de l'an dernier, où là, on avait la meilleure note pour la solution SD-WAN, enfin Secure SD-WAN du marché. Et sur la partie Enterprise Firewall, pas la meilleure note, mais une note très honorable. Et on voit aussi qu'on est un peu dans le groupe de tête, avec un ForcePoint en haut à gauche, un Fortinet à droite, un Palo Alto, Juniper, etc. Donc on est également reconnu comme un acteur de l'Enterprise Firewall par Cyber Ratings. Donc voilà pour un petit tour des tendances du marché sécurité et l'impact que ça a. Le positionnement de Versa au sein de ce marché. Donc on est complètement vraiment au sein de ce marché, et les awards que l'on a, qui sont des awards, là j'ai placé que les awards sécurité, on a énormément d'autres awards que vous pouvez voir sur notre site. Sans plus attendre, maintenant rentrons dans le vif du sujet avec Pierre-Henri et découvrons toute la stack sécurité. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bien, bonjour à tous. Donc nous allons attaquer la partie un petit peu plus rentrer dans le détail, la partie technique. Donc quelques mots d'introduction avant. En effet, si on regarde l'évolution des réseaux depuis maintenant quelques années, on est parti d'une approche utilisée au niveau des solutions entreprises, qui était pour la plupart du temps déjà déployée on-prem, mais aussi bien pour les applications, pas uniquement la partie solution réseau, avec une approche un petit peu caricaturale, mais où pour un problème, il y avait une solution ou une appliance dédiée pour adresser ce problème, le tout menant en fait à une solution plutôt statique et rigide dans son approche, et à l'arrivée d'un problème, d'un besoin, d'une demande supplémentaire, le choix ou le problème de savoir où insérer cette appliance, où la positionner en fonction de la nature, évidemment, des call flows. Donc, pour pallier à ces problématiques, l'évolution est partie sur les solutions SD-WAN, apportant une solution basée sur une base logicielle et non plus sur une base d'appliance ou de hardware dédié. Cette solution permet en effet, donc, comme vous le savez, de pouvoir définir une topologie overlay flexible et sécurisée sur n'importe quel type de lien WAN, d'apporter une intelligence dans la gestion des applications et une dynamicité versus des choses qui étaient du PBF un peu statique, sans capacité de monitorer les SLA. Le SD-WAN apporte aussi une facilité en termes de gestion du déploiement, des updates de configuration. Et là aussi, c'est généralement un modèle, pour la plupart du temps, qui est déployé on-prem. L'évolution qu'on appelle, ou que l'industrie appelle, le marché appelle SD-WAN 2.0, et principalement, c'est dû à l'intégration
de fonctions de sécurité natifs au sein d'une seule et même instance, de cette instance SD-WAN. Et pour finir, la dernière évolution, ce framework SASE, donc, qui a été défini par le Gartner, qui là aussi reprend et fusionne l'ensemble des stacks sécurité SD-WAN et les fonctionnalités qui sont associées. Et là, non plus pour traiter, j'ai envie de dire, uniquement les flux site à site SD-WAN et protéger les applications au niveau du data center, mais avec l'ouverture vers le cloud, de plus en plus d'applications, une grande partie des applications sont consommées au travers de SaaS. On a des informations disant que voilà, 40 à 50% du trafic entreprise était à destination d'applications entreprises SaaS et que voire 80% du trafic était de toute manière à destination de l'Internet de manière globale. Et l'autre prise en compte, c'est une meilleure façon d'adresser, une solution plus élégante dans la façon d'adresser aussi les utilisateurs nomades. Là aussi, peu importe où ils vont se trouver et peu importe le type d'application qu'ils vont chercher à consommer. J'aimerais passer. Voilà, il y a un petit peu de latence. Du coup, on est revenu en arrière. Désolé pour ce petit incident. J'ai recliqué. Un peu de temps de chargement. Voilà. Donc, l'un des avantages principaux de la solution Versa, c'est cette capacité au travers d'un seul stack logiciel ou d'un seul produit logiciel qui s'appelle VOS, Versa Operating System, de pouvoir adresser l'ensemble des besoins réseau et sécurité de l'entreprise. Et ce, en fonction, bien entendu, de l'environnement ou des besoins de l'entreprise. Donc, avec une approche qui peut être complètement à l'extrême gauche, qui consiste à avoir ce qu'on appelle un heavy branch et de s'appuyer sur un light cloud. Donc, la plupart des fonctionnalités réseau sécurité sont portées directement au niveau des CPU SD-WAN et en s'appuyant sur quelques fonctionnalités déployées dans le cloud. Et à l'extrême inverse, on va retrouver une approche permettant d'avoir un environnement beaucoup plus léger au niveau des branches et d'appuyer et de déporter l'ensemble des fonctionnalités sécurité voire réseau au niveau du cloud. Et l'intérêt, c'est que donc, peu importe le modèle de déploiement, que les fonctions soient portées sur un CPU SD-WAN, on utilise le stack VOS, donc l'ensemble des fonctionnalités sont disponibles. Et idem pour la partie Virtual Cloud Gateway ou Secure Web Gateway, là aussi l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc ça vous donne une solution à géométrie variable permettant de pouvoir adresser l'ensemble des besoins et en fonction de votre infrastructure. Ça, c'est un document donc, qui est extrait du Gartner et qui montre en effet l'ensemble des fonctionnalités à grosse maille en fonction du modèle. Là aussi, on peut voir donc, que la solution Versa répond à l'ensemble de ces fonctionnalités. On a la partie Sandbox et RBI là, qui est actuellement en bêta et qui sera là aussi disponible très bientôt. Donc voilà, la solution Versa, le résumé, c'est de dire voilà, on est en ligne avec l'ensemble de l'architecture SASE Gartner et des fonctionnalités associées. Un autre des points forts de la solution Versa, c'est cette fameuse architecture single pass, donc qui va permettre en effet de disposer de l'ensemble de la chaîne de fonctionnalités, mais surtout pour chaque session, initialement le système va procéder à l'identification de l'application, de contenu, ce qu'on appellera en fait des métadatas qui sont associés à chacune des sessions. Et ces métadatas sont mis à disposition sur l'ensemble des modules que l'on a activés au niveau de la chaîne de service. Alors, chaîne de service qui soit locale ou qu'elle soit distribuée. Et c'est ce qui va permettre aussi une optimisation forte puisqu'on va pouvoir éviter d'avoir à faire de multiples opérations de copie mémoire pour remettre à chaque fois à disposition, refaire une passe d'analyse sur la session pour chacun des différents modules. Donc là, on va pouvoir garantir un très fort niveau de performance, de scalabilité et aussi la possibilité d'avoir cette fameuse notion de multi-tenancy qui est relativement unique comme proposition parmi l'ensemble des fournisseurs, permettant de faire une segmentation beaucoup plus poussée qu'une simple notion de VRF, solution de VRF que l'on a aussi à disposition, mais de pouvoir procéder à un premier niveau qui s'appelle cette notion de multi-tenante et de partager
le CPU SD-WAN, la Secure Web Gateway entre différentes tenantes, et ça sur le même système. Au niveau, donc, cette composante software est extrêmement riche, et là, on peut voir en effet, voilà, un certain nombre de fonctions majeures qui sont exposées. Celles qui vont nous intéresser aujourd'hui sont celles qui apparaissent en gris. Donc, voilà, on voit Stateful Firewall, ALGN, G-Firewall, etc. Donc, c'est ce que nous allons regarder plus précisément, mais on peut voir qu'il y a en effet des parties routage, gestion de trafic intelligent, SD-WAN, etc., etc. Une des autres manières de présenter ces différentes fonctionnalités, ce sont de les grouper de cette manière-là, où on va pouvoir voir donc le classique Access Control Policy, la partie DOS Protection, la gestion des utilisateurs. Voilà. Et donc tout ça, on va venir un petit peu le dérouler dans les quelques minutes qui suivent, afin de vous donner un aperçu des différentes capacités de la solution Versa. Alors, une des questions généralement qui peut se poser, puisque Versa, on est un acteur relativement jeune, nous demandant, puisqu'on on a 10 ans d'existence, de nous dire, mais comment êtes-vous arrivé, à bout de 10 ans, à avoir un tel niveau de richesse au niveau fonctionnel, au niveau de la stack sécurité et réseau. C'est une des... alors on s'appuie aussi sur un certain nombre de partenaires, et ça c'est grâce à l'expérience de nos CTO et CEO et CO, pardon, qui sont à la création de leur 3e routeur multiservice, donc ce réseau et sécurité. Et il faut savoir que la plupart des autres constructeurs aussi s'appuient en fait sur des partenaires. L'avantage, c'est avec l'expérience acquise de par ces précédentes réalisations, nos fondateurs savent exactement quels sont les leaders principaux du marché pour aller, par exemple, aller chercher une base de données au niveau GeoIP, un moteur d'identification d'application, voilà. Et donc après, il ne restait plus qu'à combiner tout ça au sein de notre logiciel, tout en conservant les caractéristiques principales que nous souhaitions amener sur le marché comme différenciateurs. Donc, on va regarder une première partie sur la stack de sécurité concernant la partie NG Firewall, URL Filtering, SSL Proxy et User Group. Donc ça va l'idée étant de permettre de contrôler les applications. Donc la première chose, ça va être cette notion d'identification des applications. Donc le système analyse jusqu'au niveau 7 et l'ensemble des sessions et va les placer dans différentes catégories en se basant sur des notions de famille, sous-famille, la catégorie en termes de risque, en termes de productivité, des tags d'applications qui sont aussi prépositionnés. Et tout cela est réalisé au travers d'une base de données, donc qui est interne à chaque CPE SD-WAN ou à chaque Virtual Cloud Gateway. Et on dispose aussi, bien entendu, d'updates en temps réel sur les nouvelles applications ou les évolutions d'applications existantes. Donc, si on doit représenter, on va avoir un niveau de provisioning qui va être réalisé et déployé soit sous forme de template, soit de manière atomique sur chacun des différents CPE SD-WAN. Un ensemble de règles s'appuyant sur les signatures applicatives, capacité de décoder ces applications et donc de pouvoir mettre à disposition et identifier l'ensemble de ces applications. Et là, en fonction des règles, le trafic, bien entendu, sera autorisé ou bloqué. La solution dispose d'un support de plus de 3200 applications prédéfinies. La liste, évidemment, croît assez régulièrement et c'est pour ça qu'on a donc cette notion de Security Package ou SPAC qui est mise à disposition et qui sont updatées en temps réel de manière régulière. Les CPE vont aller vérifier par eux-mêmes s'ils sont configurés pour. Si vous voulez le faire de manière centralisée, vous pouvez le faire aussi. Chacune est catégorisée en fonction d'un certain nombre de critères. On a aussi la possibilité de définir des filtres applicatifs sur la base de l'ensemble de ces éléments, donc les catégories, les différents tags, niveau de productivité, etc. Et on a entendu ces filtres, on en a déjà prédéfinis, mais vous pouvez aussi définir vos propres filtres, tout comme les différentes applications. Il est assez fréquent de rencontrer des applications qui sont internes à la société, qui ont été développées spécifiquement pour le métier, et donc de pouvoir là aussi enrichir par vous-même la base existante pour intégrer ces différentes applications. Donc,
Au niveau des actions, des mécanismes de classification, on va les voir d'ici quelques instants, un petit peu plus illustrés au travers de capture d'écran. Au niveau des actions, là, on a mis pour l'instant que les actions de base. Donc, on a en effet un hello, deny, reject, et puis des fonctionnalités de log. Donc, au début de la session, à la fin de la session, au début et à la fin. Et il y a aussi une autre action possible qui s'appelle la possibilité d'engager ce qu'on appelle des security profiles. Ça, on y reviendra d'ici quelques instants. C'est un petit peu long le changement, je suis désolé. Alors là, on voit en fait un exemple. Donc ça, on a une capture qui a été réalisée sur un CPE et on voit en effet voilà, que la session ici est identifiée. On peut voir en effet qu'il y a une action qui est enregistrée par un drop module. Donc clairement, le module s'occupant de la partie streaming a détecté, le NG Firewall a détecté cette application étant rejetée et elle est donc bloquée, bien entendu. Ça, je vais passer. Il y a un petit peu de temps. Hop, ça aussi. Voilà, donc là, c'est une illustration, en effet, de ces objets qui sont prédéfinis. On peut voir donc qu'on a accès à l'ensemble de ces objets prédéfinis. Donc voilà, il y a à peu près 3200 applications. Elles sont en effet marquées avec un tag applicatif, correspondant à une famille d'applications, un score de productivité, un score de risque, et aussi l'appartenance à une sous-famille. Donc, ces applications, en effet, tous ces paramètres ou ces tags peuvent être modifiés selon votre volonté. Donc là, un zoom sur l'une de ces applications qui s'appelle ActiveNet et on peut voir en effet, donc elle a un risque de niveau 2, un niveau de productivité de niveau 3 et elle a un certain nombre de tags qui lui sont associés. Ces différents tags, ils vont nous servir aussi à pouvoir faire des application filter objects. Donc plutôt que d'aller lister, j'ai envie de dire, l'ensemble des applications d'une manière unitaire, en fonction de ces différents tags et de ces critères, on va pouvoir englober et les grouper au travers d'un seul et même objet. Donc, concernant la création des règles, donc là, illustré au niveau de quelques captures d'écran, donc on va retrouver donc évidemment un entrée générale permettant de définir le nom de la règle, et ensuite 4 onglets pour l'identification, donc des choses classiques source-destination, avec des notions de source zone, destination zone, puisqu'on est aussi un zone-based firewall, les adresses, les noms. On va retrouver ensuite la notion de ce qu'on appelle header schedule correspondant plutôt au niveau 4, au niveau des ports, UDP, TCP, etc. La partie applicative URL et la partie user group. Donc ça, on y reviendra dans quelques instants. C'est ce qui est expliquant qu'on a la possibilité, en effet, d'interfacer la solution avec un Active Directory de la société, permettant de filtrer aussi par utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Donc, ça va permettre, par exemple, si on le combine avec la partie URL filtering, de pouvoir, par exemple, bénéficier de profils de navigation particuliers par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. Donc là, on peut voir, on a déjà au niveau, donc ça c'est la vue sur cette partie là, au niveau de la création des règles, la partie application URL. On peut voir en effet donc des applications, on a déjà des choses prédéfinies et on va pouvoir en effet avoir la liste de l'ensemble des applications ou de groupes d'applications si c'est ceux-là qui ont été définis. Évidemment, et là on va le voir au travers de l'ensemble des différents modules que nous allons regarder dans la suite de la session, on dispose évidemment, c'est bien d'avoir un stack de sécurité performant et riche fonctionnellement. Il faut évidemment le coupler avec une notion forte de visibilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie Versa Analytics. Donc c'est une composante, un cluster de Big Data Analytics qui va en effet récupérer l'ensemble des logs qui vont être remontés par l'ensemble des différents CPE SD-WAN ou des Secure Web Gateway. Et à travers de ces différents logs, il va être possible, donc le système va utiliser les données contenues dans ces logs pour créer des dashboards qui sont dynamiques et interactifs. Là, on a plusieurs exemples et on peut voir que là, il y a une répartition aussi entre une vue SD-WAN et une vue aussi purement sécurité. Donc là, les captures d'écran viennent en effet de cette partie sécurité sur la partie NG Firewall Application ID.
On a aussi, en plus des dashboards, ce qu'on appelle les logs bruts. Donc ça, ce sont des logs qui vont être générés par chacune des règles et des différents modules. On a la même chose évidemment, puisqu'on peut le voir pour l'ensemble des autres modules, que ce soit DHCP, CGNAT, Traffic Steering, Traffic Monitoring, Web Monitoring, SD1, etc., etc. Donc ça, ce sont des logs bruts qui peuvent être aussi réexportés typiquement à destination d'un SIEM ou d'un log collector plus centralisé pour avoir une vue unifiée de bout en bout sur l'ensemble des activités relatives à la sécurité pour l'entreprise. Désolé pour le changement, c'est vraiment très lent. Maintenant, sur cette partie URL filtering, c'est un peu le même, en effet, le même processus. On va le voir au travers du provisioning. La seule différence est que là, on va pouvoir, en plus des actions classiques que l'on a pu voir dans une approche standard ou basique de l'utilisation d'une fonctionnalité NG Firewall, on va être à même de pouvoir réaliser, là, cette fois-ci, travailler non plus au niveau proprement de l'application, mais au niveau de la demande d'URL. Et là, on va voir qu'on a besoin généralement d'un certain nombre d'autres modules. Et là encore, on s'appuie aussi sur une base de données de signature et d'URL qui peut être soit locale, soit sur une notion de cloud lookup, puisqu'en effet, il faut savoir qu'il y a, je crois, à peu près plus de 30 milliards d'URL actuellement. Ces 30 milliards, on ne va pas en effet pouvoir les stocker directement au niveau des CPE-SD1. On a généralement le million ou quelques millions d'entrées. Et si généralement, on a normalement ce qui suffit, mais si on a besoin en effet d'avoir une vue complètement exhaustive, là, il faudra intégrer les CPE SD1 directement avec ce cloud server qui permettra d'aller faire, voilà, en cas de demande et si la base de données locale des signatures URL renvoie un unresolved ou inconnu, à ce moment-là, le système peut aller faire appel à ce cloud server pour pouvoir avoir une vue exacte du type de l'URL qui est demandé. J'ai un problème de changement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une catégorie d'URL? Donc, une catégorie d'URL va consister là aussi en une notion de nom, de description, de tag, une valeur de confiance vis-à-vis de cette URL et aussi un niveau de réputation. Donc là, en effet, il est possible de créer ses propres catégories d'URL. Donc là, ça va permettre de faire une création d'un objet intégrant un certain nombre d'URL. Et on peut travailler, bien entendu, soit avec des chaînes de caractères ou alors avec des notions d'expression régulière permettant de capturer l'ensemble des différentes flux et URL. On va pouvoir, une fois que l'on aura défini, ou soit on utilise en effet ces différents objets, soit on va pouvoir créer ses propres objets, comme on l'a dit, ou ses catégories, et ensuite on va pouvoir créer ce qu'on appelle un URL filter. Cet URL filter va pouvoir contenir au sein d'une seule et même vue traiter tout ce qui est blacklist, whitelist, ce qu'on appellera les category based action ou les reputation based action. Donc category based action, en fonction de la catégorie de l'URL. Est-ce que c'est du file transfer ou du personal storage? Est-ce que c'est... Voilà, il y a déjà un certain nombre comme je disais, de catégories qui sont définies. Je crois qu'il y en a à peu près une soixantaine. Et on peut, bien entendu, vous pouvez définir vos propres catégories. Et ce que l'on peut voir, c'est au travers d'une seule et même page, on va pouvoir donc définir un profil de navigation. Et ce profil de navigation, on va ensuite pouvoir, bien entendu, l'appliquer au niveau des différentes policies. Alors, soit de manière globale en fonction de la politique de la société, ou alors, si on veut être beaucoup plus granulaire, en fonction de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs. Exemple, voilà, on peut contrôler des choses plus strictes pour la partie guest Wi-Fi si c'est quelque chose que l'on veut proposer. Donc ça peut être un profil et ces utilisateurs, on va pouvoir les identifier versus les utilisateurs de l'entreprise. Là aussi, j'ai cliqué, ça prend un petit peu de temps.
Voilà, donc je vais juste le passer celui-là. Donc, lorsqu'on parle de filtrage URL, on va aussi demander généralement deux autres fonctions qui vont venir épauler cette fonctionnalité-là. La première, c'est la notion de portail captif. En effet, travailler juste avec des actions, par exemple comme deny ou reject, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une erreur qui va s'afficher au niveau du navigateur web, généralement de type service unavailable, unreachable, voilà, tous les types d'erreurs que l'on peut retrouver au niveau HTTP ou HTTPS. Généralement, ça va déclencher l'utilisateur qui rencontre ce genre de problème, il décroche son téléphone, il appelle la hotline ou le support et il dit voilà, j'ai un problème, Internet est cassé, ça marche plus. Donc, pour s'éviter ce genre de problématique, on couple typiquement cette solution avec un portail captif qui va renvoyer un message d'erreur en disant voilà, typiquement, cette URL est bloquée par la politique de sécurité de l'entreprise. Voilà. Ou alors des choses comme aussi, par exemple, on peut demander à justifier pourquoi l'utilisateur on autorise d'aller vers cette URL ou ces URL, mais on demande la justification. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en effet, toute action ici, là encore, est reportée aussi au niveau de l'analytics. Donc, on peut voir voilà, même le message de justification qui était je veux aller sur Facebook va se retrouver en fait au niveau directement des différents logs. Là aussi, toujours dans la vue Analytics au niveau du dashboard de sécurité, on va disposer là aussi d'entrées là aussi spécifiques pour la partie web. Et donc, on va pouvoir en effet voir le nombre d'occurrences, les URL qui sont les plus demandées, ainsi que, pourquoi pas, la partie ranking des applications au niveau de chacune de ces sessions. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire un drill down. Vous pouvez aller voir au niveau combiné par utilisateur. Vous pouvez filtrer par appliance. Vous pouvez voir l'ensemble des appliances. Vous pouvez filtrer par utilisateur. Là aussi, on a la possibilité très facilement de voir l'association entre l'utilisateur, quel utilisateur utilise quelle application, mais aussi quelle application est utilisée par quel utilisateur. Et là, l'analytics apporte une grande valeur ajoutée, puisqu'il va vous permettre aussi d'avoir une vue à 360 degrés sur l'ensemble du réseau et de l'activité de vos différents utilisateurs et des applications qui sont utilisées. L'autre fonctionnalité aussi qui est obligatoire, puisque en effet maintenant on est à 99, quelque chose en termes d'utilisation de HTTPS et non plus de HTTP pour l'ensemble des différentes URL. Donc là, il devient important d'avoir des mécanismes de SSL proxy ou de web proxy qui va permettre en effet de pouvoir déchiffrer la communication et permettre au moteur de DPI, donc Deep Packet Inspection, de pouvoir analyser les données qui sont encryptées. Et ça va nous servir non pas uniquement juste pour identifier la partie application ou l'URL demandée, mais ça va aussi permettre à des choses comme le moteur, par exemple IPS, que l'on verra d'ici quelques instants, ou antivirus, de pouvoir regarder exactement les données et de détecter toute anomalie, comportement suspect ou type de malware ou de virus qui pourrait être véhiculé au travers de ces communications. On a aussi bien entendu plusieurs modes de proxy SSL, et là encore, on va être à même de pouvoir voir en effet là au niveau de l'analytics, les différents logs, les différentes sessions qui ont été interceptées, qui ont été traitées par ce module de décryption. Là aussi, au niveau décryption, on a la possibilité de spécifier quel type, bien entendu, de trafic, d'URL ou d'application doit être décrypté. Pour certaines, on va peut-être pas forcément en avoir besoin. On peut imaginer, par exemple, des applications de confiance telles que, par exemple, Teams. On n'a pas besoin d'aller typiquement aller regarder dans ce genre d'application. Mais qui sait, on pourrait très bien aussi, et là on va le voir un peu, ce sera plus sur la partie CASB ou contrôle des applications, de pouvoir typiquement, on va prendre un exemple. Si je prends par exemple Facebook, on peut en effet à l'intérieur de la page Facebook, il y a une chose qui s'appelle Messenger, et ce Messenger permet par exemple de pouvoir échanger des fichiers. Donc c'est d'une certaine manière une porte dérobée pour pouvoir échanger des fichiers. Donc là aussi, il est nécessaire d'avoir en effet une notion d'URL filtering
pour pouvoir identifier les différentes applications à l'intérieur d'une même application. Donc Facebook, par exemple, dispose, je le disais, de cette application Messenger, donc de pouvoir aussi l'identifier, bien qu'elle soit à l'intérieur de la session HTTPS Facebook, et aussi de pouvoir contrôler et bloquer, en effet, les différentes applications. Donc là, c'est URL filtering, c'est du SSL proxy, et c'est des fonctionnalités CASB de contrôle des API ou des applications, des sous-applications à l'intérieur de l'application. On voit aussi une part plus en plus prédominante, toujours dans cette notion de Zero Trust Network Access, qui est une notion globale, où on va avoir la possibilité de pouvoir donc aller identifier les utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et de pouvoir là appliquer différents profils de sécurité. On va parler tout à l'heure de, par exemple, si je reprends l'URL filtering, de pouvoir faire des profils de navigation par groupe d'utilisateurs ou utilisateurs. Donc ça, ce que ça demande, c'est donc voilà les différents directories ou mécanismes supportés d'intégration, donc LDAP, AD, Kerberos, SAML, et aussi les mécanismes de Passive Authentication, qui sont généralement beaucoup plus demandés que la partie Active Authentication, parce qu'elle va permettre en effet de pouvoir suivre un utilisateur, peu importe où est-ce qu'il se trouve dans la société, peu importe s'il bouge de réseau à l'intérieur de la société, peu importe s'il est en remote ou derrière au niveau de son bureau. Donc typiquement, l'intégration va se faire de deux grandes méthodes. Il y en a une troisième qu'on voit aussi de plus en plus arriver, mais pour l'instant, on a cité ces deux premières choses. Donc c'est typiquement soit l'AD se trouve au niveau du hub, soit l'AD va se trouver au niveau d'un DC site, et donc de pouvoir intégrer, avoir une connexion logique avec ces différents équipements, là aussi pour en effet identifier les différents niveaux d'utilisateurs. La troisième option, généralement qu'on voit de plus en plus, ce sont des AD qui sont au niveau du cloud. Un des plus communs, c'est par exemple l'AD Azure qu'on voit beaucoup d'entreprises utiliser. Là aussi, à partir du moment où cette fonctionnalité est activée, la notion de user identification, si on n'a pas l'AD d'intégrer, on va se retrouver généralement on va retrouver des adresses IP. Donc là, il faut voir le mapping, ce qui n'est pas forcément très simple pour identifier l'utilisateur. Une fois l'intégration avec l'AD, on peut voir en effet directement le nom d'utilisateur d'un point de vue de l'AD, tel qu'il a été fourni ou tel qu'il utilise pour se loguer, s'authentifier auprès de son contrôleur de domaine, par exemple. Pierre-Henri, on a juste une petite question qui a été posée par Mohamed et j'interviens là entre deux sections. Oui. Non mais voilà. Si on a, alors ça revient un petit peu en arrière, si l'application elle n'existe pas, et donc tu as dit qu'on pouvait la créer. En revanche, est-ce qu'on peut la créer juste au niveau 3-4 IP ou port, ou est-ce qu'on peut même faire du DPI avec, je sais pas, une expression régulière si on veut matcher quelque chose de plus précis? Ce qu'on donne au niveau de l'utilisateur, c'est au niveau 3-4 pour la création. Après, on a la possibilité de s'appuyer sur nos équipes engineering. On a une équipe dédiée pour la mise à jour des applications. Et donc, ce qu'on va demander, c'est typiquement, généralement, c'est plutôt pour les entreprises internes qui vont avoir des comportements, des ports très dynamiques ou des choses comme ça, des négociations internes. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt demander une trace Wireshark pour pouvoir coder directement une signature au niveau 7. Ok, merci. Et sinon, il nous reste une quinzaine de minutes. Oui, je sais. Et l'agenda est encore un petit peu chargé. C'est ça. Voilà, continuons. Donc là, on va regarder plutôt la partie UTM, donc tout ce qui est IPS, IDS, antivirus et anti-malware. Donc, hop, je vais peut-être passer, en effet, qu'est-ce que c'est. De toute façon, vous avez une copie, vous pourrez faire le replay et regarder les slides plus en détail. Donc, en effet, la solution Versa intègre là aussi nativement ce mécanisme d'IPS. On va avoir donc en effet une détection qui est basée sur des signatures. Ça, ce sont pour les menaces. On couvre l'ensemble des menaces depuis les 10 dernières années. On a évidemment des règles qui sont déjà là aussi, c'est au travers c'est toujours cette notion de security profile. Donc là, on est au-delà du simple allow, deny, reject. On active comme action. On enclenche un security profile. Ce security profile, il peut avoir plusieurs modules d'activer. Ce qu'on a vu, par exemple, on peut très bien combiner de l'URL filtering et de l'IPS et de l'AV ensemble pour une seule et même règle. Donc là, on a en effet déjà des profils IPS prédéfinis.
Vous pouvez aussi, bien entendu, créer vos propres règles, personnaliser les règles ou venir avec vos propres signatures. Donc, ces signatures vont s'appuyer sur une identification de motifs au sein des différentes sessions. Et on a aussi en complément la détection des anomalies au niveau des différentes applications. Et là, ce qu'on parle par anomalie, c'est une déviation par rapport aux standards du protocole et aux comportements qui sont prédéfinis ou attendus. Concernant ce qu'on appelle les Custom Defined Rules, ça, on s'appuie en fait sur un langage qui s'appelle Snort, qui va permettre en effet de créer, voilà, le slide arrive, voilà, qui va vous permettre en effet de pouvoir définir vos propres règles, vos propres signatures IPS. Donc voilà, c'est un format Snort, donc il faut connaître ce langage. Vous avez la possibilité évidemment de l'uploader de manière centralisée au niveau de la console de management et ensuite de distribuer sur l'ensemble des différents CPE. Là encore, toujours au niveau de l'analytics, on va avoir un dashboard ou des dashboards spécifiques à la partie menace, threat, et à l'intérieur avec contenant tout ce qui est web, IP, malware, vulnerability, DDoS, summary. Et en effet, on peut, parmi l'ensemble des signatures, on va être à même de pouvoir cliquer directement et d'avoir une vue spécifique. Et là, on va pouvoir voir, là encore, si je reprends mon exemple auparavant, si j'ai un interfaçage avec mon AD, je vais pouvoir exactement identifier quel est l'utilisateur et sa machine qui a été peut-être potentiellement vulnérable ou où il y a une attaque à destination et les actions qui ont été prises, généralement, ça a été de bloquer la menace. On a bien entendu la même chose au niveau des différents logs, où on va retrouver le type de menace qui a été détectée, quelle a été la signature qui a été engagée, la classe de message, l'action. Donc, est-ce que ça a été, on a lancé une alerte, est-ce qu'on a bloqué, le profil de signature qui a été enclenché, et on retrouve aussi quel a été le protocole qui a véhiculé cette anomalie ou cette menace. Pour ce qui est de l'antivirus, c'est le même principe, c'est-à-dire que là aussi, il y a un moteur d'antivirus intégré, donc dans la fameuse notion de single pass architecture que nous avons décrit précédemment, qui va pouvoir donc scanner l'ensemble des fichiers en fonction du format. Là aussi, on peut être plus spécifique sur le type de protocole que l'on considère comme vulnérable et que l'on cherche à inspecter, et les différents types de fichiers aussi que l'on cherche à regarder pour être plus spécifique. Tout ce qui est là aussi mise à jour de cet antivirus fait partie du même security package qui est remis à jour régulièrement et pour lequel les CPE. Ça, je vais passer, c'est plus sur le paramétrage et le comportement. Et là encore, toujours dans cette vue Analytics Threats, on va retrouver en effet un onglet dédié à la partie malware antivirus qui va permettre en effet là d'avoir un report et de pouvoir, bien entendu, vous pouvez cliquer sur l'anneau qui est ici, choisir celle et de menace qui vous intéresse et de voir en effet qui a été touché, vers quelle destination, quelle était la source, etc. etc. Idem aussi au niveau de la vue des différents logs associés à ce module antivirus. Je vais passer. La dernière partie, donc là, ça s'adresse déjà un petit peu plus sur la partie gestion. Alors la partie CASB, Cloud Access Security Broker, en effet, ça s'adresse plus spécifiquement vers les applications SaaS, alors que le DLP, lui, peut être activé aussi bien pour typiquement les applications ou les données qui sont stockées en interne au niveau ou des data centers, ou aussi des données qui sont stockées dans les infrastructures, qu'elles soient IaaS ou SaaS. Donc la partie Cloud Access Security Broker, ça va nous donner une partie permettant de la part une visibilité sur l'ensemble des différents flux et aussi de pouvoir contrôler d'une certaine manière déjà aussi tout ce qui est data loss prevention. C'est une des manières aussi de le réaliser. Donc, on va pouvoir restreindre les accès non autorisés avec cette partie CASB. On va pouvoir identifier les usurpations d'identité ou de compte, découvrir tout ce qui est ce qu'on appelle le shadow IT. Donc ça, ce sont
lorsqu'on a des applications ou des appareils dont l'utilisation ou l'utilisation n'a pas été, ou la façon dont ils sont utilisés n'a pas été autorisée officiellement par l'IT. Donc ça va nous permettre aussi en effet d'avoir une vue encore plus approfondie, là voilà, de la façon dont les utilisateurs peut-être des fois détournent un certain nombre d'applications ou du matériel qui est mis à disposition par la société. On va pouvoir aussi se prémunir de tout ce qui est perte de données au niveau cloud, contrôle des accès qui soient aussi bien internes et externes vis-à-vis des données et ce que l'on va en faire. On a évidemment une notion de audit trail ou d'audit log qui est mise à disposition permettant de découvrir là aussi des comportements à risque et d'autres actions de monitoring aussi. Donc, on va être à même, grâce à cette fonctionnalité, de pouvoir contrôler les actions, mais même au niveau des actions API à destination de ces applications. Donc là, on a pris des exemples, par exemple, comme Box ou Dropbox. De contrôler, idem aussi, les applications de type webconférence, mail. Donc en fait, le travail le plus important dans cette partie CASB, en effet, c'est de pouvoir intégrer l'ensemble des API de la plupart des applications SaaS et de pouvoir les contrôler. Donc là, on a un exemple de configuration. Par exemple, pour Dropbox, on peut tout simplement bloquer la fait de supprimer des fichiers, de les partager, de les uploader, de les downloader. Donc là, vous allez pouvoir créer vos règles en fonction de chacune de ces applications, de ce groupe d'applications, et contrôler en effet les actions que peuvent réaliser des utilisateurs. On peut même aller, par exemple, sur un Gmail, de pouvoir interdire, voilà, c'est l'exemple ici qui est montré là, Gmail upload download, donc de pouvoir écrire un mail, ok, pas de problème, mais par contre de ne pas pouvoir attacher, d'uploader un attachement sur le mail, de le télécharger ou d'envoyer. Donc là, c'est le contrôle et l'intégration de l'ensemble des API exposées par chacune de ces applications SaaS au niveau des utilisateurs. Pour ce qui est de la partie DLP, donc là, il y a en effet 3 grands volets. On va permettre là, évidemment, de contrôler toute fuite de documents, mais aussi ça peut être tout simplement de pouvoir effacer des données, autoriser la transmission de documents, le téléchargement ou la récupération de documents, mais de, pourquoi pas, contrôler ou enlever les données sensibles à l'intérieur de ces documents. Donc, il y a 3 mécanismes principaux. Il y a ce qu'on appelle le keyword et proximity. Donc, la notion de proximité, c'est de dire, par exemple, imaginons, j'ai un document qui contient une entrée Visa et 16 caractères après derrière. On peut dire que voilà, la notion de proximité, c'est de dire que si ces 16 caractères de type digit, chiffre, sont à une distance peut-être de moins de, je sais pas, 200 octets ou 300 octets, il y a de grandes chances que ce soit un numéro de carte de crédit. Versus si on retrouve cette chaîne de 16 caractères, je sais pas, sur un document qui fait 22 pages, on le retrouve en page 21, et que le mot visa clé, le mot-clé visa, lui, était dans l'intitulé ou dans la première page, bon, il y a quand même peu de chances que ce soit le numéro de carte de crédit qui soit mis à ce niveau-là. Donc, il y a là aussi, il y a ça, c'est lorsque l'on le configure par soi-même, donc c'est lorsqu'on donne l'autorisation de l'utilisateur, mais on a aussi cette notion de protection que l'on voit à droite, qui intègre déjà en fait un certain nombre de règles qui vont être appliquées ou mises en place. Donc, il y a des standards, il y a le PCI DSS, l'USIPA, l'USP2I, l'USGLBA, qui vont déjà couvrir en fait un certain nombre de règles pour vous. Il y a aussi, bien entendu, le fingerprint matching. Donc là, on va travailler plutôt sur des notions de recherche de caractères ou de chaîne de caractères, ou pouvoir aussi les définir par soi-même. Donc, les différents éléments qui sont pris en compte, donc c'est l'analyse du contexte, bien entendu, voilà, le monitoring de la supervision du protocole, des différents endpoints, la notion on va intégrer aussi la notion d'application d'identification, donc ce qu'on a vu au début, la localisation du device, son adresse IP et l'identité de l'utilisateur. On va pouvoir aussi travailler sur la notion de file type, donc voir si aussi on a par exemple des changements au niveau de la taille d'un fichier particulier, un renommage, une modification des métadatas des différents fichiers.
On peut faire une analyse contextuelle header body payload en utilisant ces notions de regex match, keyword match et de proximité. Des données pour les identifiant des personnes ou des instituts financiers de type financière ou de type médical. Voilà. Et un certain nombre aussi de choses. On a aussi de la reconnaissance de caractère, la possibilité de faire une validation du watermark. Donc, on peut autoriser le document, mais on va le watermarker. On a aussi la possibilité en utilisant la partie OCR, de pouvoir enlever enlever du contenu qui serait confidentiel. Et tout ça va se retrouver. Donc, en effet, alors là, le schéma n'est pas forcément très marketing, ou très parlant, mais on va pouvoir, en effet, en fonction du type de protection de données et du type de profil enclenché, pouvoir réaliser un certain nombre d'actions, soit définies par l'utilisateur, soit sur la base des différents profils qui ont été prédéfinis par la solution. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore quelques slides expliquant en effet les différentes options disponibles au niveau de cette configuration de la partie DLP. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça a été une session très riche, ça c'est sûr. Beaucoup d'informations, de densité. Voilà, Sylvain, je te laisse la parole. Merci Pierre-Henri. Effectivement, ouais, c'était riche et dense. Mais on a voulu la faire comme ça pour vous montrer un peu l'éventail de ce qu'on faisait. J'ouvre un petit vote sur quels sont vos enjeux sécurité par rapport à ce qu'on a décrit, pour voir s'il y en a qui se détachent. Vous avez une petite minute pour voter, et donc ça décrit les différentes briques qu'on a présentées. Ce que je pourrais dire et qui est intéressant, c'est que toutes nos briques sécurité, elles font partie du même software. On l'a peut-être pas encore assez répété, mais elles font partie de VOS, qui est notre software. Et en fait, Versa a pris le parti d'être dans la flexibilité et de donner cette flexibilité à nos clients ou nos partenaires. C'est-à-dire que si vous voulez implémenter dans un contexte SD-WAN par exemple, le firewall, l'URL filtering, l'IPS par exemple sur votre CPE, vous pouvez le faire. Si vous préférez l'implémenter dans le cloud, vous pouvez le faire également avec la partie SWG, Secure Web Gateway, qui est dans le cloud. Donc, on n'a pas parlé produit dans cette session, et on l'a fait à dessein. On voulait faire une session très technologique. Mais comprenez bien que ces différentes technologies, elles sont développées par Versa et elles sont disponibles dans notre OS, et elles peuvent être mises à disposition en fait différemment en fonction de vos enjeux. Et du coup, ça m'amène à cette deuxième question que je vais poser. C'est, est-ce que vous trouvez que l'approche SASI, SASI, donc le terme qui a été inventé par Gartner, est-ce qu'elle est pertinente, en tout cas dans votre domaine? Est-ce que c'est pertinent de tout joindre, tout, le réseau et la sécurité, et c'est-à-dire potentiellement le SD-WAN, les accès distants, la partie Cloud Proxy ou SWG, le CASB, le DLP? Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à tout voir dans une seule console de management et contrôler, plutôt faire des profils? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un utilisateur, eh bien, on va pouvoir lui dire ce qu'il peut faire en termes de CASB, ce qu'il peut faire en termes de firewall, ce qu'il peut faire en termes d'accès, en termes de réseau. Est-ce que vous trouvez cette approche pertinente? En tout cas, Gartner pense que c'est une solution d'avenir, mais c'est important de voir la réalité du terrain. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont adressées avec des technologies différentes. Est-ce que vous y voyez un intérêt à regrouper tout ça? Je pense que vous avez posé vos questions en session, et donc si vous avez encore, n'hésitez pas à nous recontacter. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer en next step? Bien sûr, le premier, c'est un try and buy, un essai, un POC, et sur nos différentes technologies, que ce soit à travers le SD-WAN, à travers le Secure Access, qui est donc la partie Private Access, ZTNA, ou le Secure Web Gateway, qui va comprendre tout ce qui est Firewall Service, URL Filtering, IPS, UTM, mais aussi CASB et DLP. Donc tout ça est disponible. Donc si vous voulez le tester, contactez-nous et on organisera ce type de test.
et souvent on va le délivrer à partir de services cloud pour vraiment aller directement dans le test et être plus agile. Deuxième chose, vous pouvez vous connecter à notre académie qui s'appelle Versa Academy et qui regroupe en fait beaucoup de choses, qui regroupe des trainings, des petites vidéos, des trainings un petit peu plus longs, certains qui sont certifiants, d'autres qui ne le sont pas, beaucoup sont gratuits, qui va regrouper toute une librairie avec des documents techniques, des white papers, et les enregistrements aussi de nos différents webinars. Tout ça est disponible sur academy.versa-networks.com. Vous pouvez vous y inscrire totalement gratuitement si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je vous invite à y aller. Il y a vraiment énormément de ressources intéressantes. Et enfin, dernière petite chose, c'est qu'on fait un webinar dans 2 semaines à peu près, qui lui aussi va être un webinar très technologique et dont le sujet va être, après la sécurité, va être la partie analytics et monitoring et bien voir comment est-ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut retirer de l'analytics et comment est-ce qu'on peut avoir des métriques sur toute la partie réseau, la partie utilisateur, l'activité utilisateur, bien sûr la partie sécurité, et on en a vu une partie ici. Comment est-ce qu'on peut avoir tout ça en temps réel et reprendre le contrôle de son réseau, de l'activité de ses utilisateurs et de la sécurité. Donc ce sera vraiment l'enjeu de ce prochain webinar, en tout cas, ce qu'on va faire. Donc, je vous enverrai un mail pour vous y inscrire. Et voilà, on arrive à la fin de notre webinar. Vous pouvez télécharger SASI for Dummies qu'on a traduit en français également. Donc, je ferai parvenir aussi également un lien avec la version française, qui est peut-être plus digeste parfois. Et puis à très bientôt, dans 2 semaines pour le webinar sur la partie analytics. Et bien voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir.